n'ayant pas moi-même mené d'enquête de terrain sur ces questions, je vais rester dans le strict champ juridique, étant entendu que même dans ce champ strictement juridique, dans ce champ d'expertise qui est le droit, et bien précisément, nous avons d'emblée pointé un certain nombre de problèmes de compatibilité entre les mesures ministérielles qui ont été prises depuis le 13 mars dernier et l'état de droit. Et pour essayer de montrer, comment dirais-je, de quelle façon je conçois ces problèmes de compatibilité entre l'état de droit et les mesures ministérielles, je vais très brièvement donner les caractéristiques que l'on attribue généralement à ce qu'on appelle l'état de droit dans une démocratie libérale telle que la nôtre. Et au fond, l'état de droit, c'est deux choses pour l'essentiel. C'est certaines caractéristiques qui sont des caractéristiques formelles et c'est par ailleurs certaines caractéristiques qui sont substantielles. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que, d'une part, l'état de droit se caractérise par certains traits qui sont indépendants du contenu des normes juridiques, mais qui n'en sont pas moins essentiels pour caractériser l'état de droit. Et celles-ci sont au nombre de quatre. Quatre caractéristiques formelles de l'état de droit. D'une part, première caractéristique, la séparation des pouvoirs, donc la séparation du législatif, de l'exécutif, du judiciaire, donc la séparation du Parlement, du gouvernement et des juges. Et en plus de cette séparation des pouvoirs, il y a également évidemment l'idée que dans un état de droit, ces trois pouvoirs peuvent intervenir, chacun à leur niveau, efficacement, c'est-à-dire que chacun peut remplir pleinement son rôle, qui est pour les uns de légiférer, pour les autres de gouverner, et pour les troisièmes de juger. Deuxième caractéristique formelle d'un état de droit, c'est le principe de l'égalité, c'est-à-dire que n'importe quelle norme juridique qui a une certaine valeur, qui est à un certain étage de la pyramide juridique, doit, pour être valide, ne pas violer les normes juridiques qui sont situées au-dessus d'elle. Donc, par exemple, un arrêté ministériel ne peut être légal et ne peut satisfaire au principe de l'égalité que s'il ne viole ni les lois, ni la Constitution, ni le cas échéant, les traités internationaux auxquels l'État belge, ici, est partie. Troisième caractéristique, c'est une caractéristique qui veut qu'en effet le droit soit énuméré dans un état de droit, soit énuméré, soit énoncé en tout cas, de façon suffisamment claire, précise et accessible pour que les destinataires des normes juridiques sachent grosso modo à quoi s'en tenir et sachent ce qu'on attend d'eux. Et c'est ce qu'on appelle dans le jargon des juristes le principe de l'égalité. Et puis enfin, dernier principe formel de l'état de droit, c'est le principe notamment qui est lié à certaines lois qu'on appelle des lois pénales, celles qui punissent, celles qui en effet assortissent leurs interdictions ou leurs obligations de sanctions pénales, peine d'amende, peine d'emprisonnement par exemple, c'est que des lois pénales étant des lois qui restreignent la liberté, elles sont par principe d'interprétation stricte, c'est-à-dire qu'on ne peut pas leur donner une portée qui soit plus large que celle que l'on attend d'elles en particulier. À côté de ces caractéristiques qu'on va qualifier de formelles, il y a des caractéristiques substantielle de l'état de droit. C'est-à-dire que l'état de droit se caractérise aussi par un certain nombre de principes fondamentaux, par un certain nombre de libertés fondamentales qui vont s'appliquer aux citoyens. Et donc tout état de droit propre à une démocratie libérale est un état de droit où effectivement on respecte un certain nombre de droits fondamentaux qui sont généralement énumérés dans le texte le plus élevé de la pyramide juridique, c'est-à-dire la Constitution en Belgique. Et ce sont des droits tels que, par exemple, la liberté individuelle, la liberté d'aller et venir, la liberté de réunion, la liberté de manifestation, la liberté des cultes, le droit de propriété, etc., etc.
Alors, la question, c'est effectivement de se demander si, dans l'état actuel des choses, c'est-à-dire si, comment dirais-je, dans la situation présente, nous avons affaire toujours en Belgique à une situation d'état de droit. Et je vais essayer de vous montrer que cette situation pose en effet problème au regard de cette notion d'état de droit que je viens de préciser, à la fois parce qu'il y a d'un côté une absence totale de présence du Parlement, et ça, Anne-Emmanuelle Bourgault en a parlé tout à l'heure, mais j'y reviendrai brièvement. Ensuite, une sorte de toute-puissance de l'exécutif, et plus largement des exécutifs. Et enfin, un contrôle juridictionnel qui est particulièrement peu pertinent. Et je terminerai en montrant que finalement, ces problématiques de l'état de droit en temps de virus, de coronavirus, ce sont des problématiques qui ne sont pas propres à la Belgique. Et les questions et les débats qui irriguent cette matinée sont des débats que l'on retrouve ailleurs, ce qui montre bien que, au fond, il y a, en gros, un peu partout en Europe, dans les démocraties libérales ou dites libérales, il y a manifestement un certain nombre de personnes qui s'alertent et s'inquiètent des dérives propres à la gestion sanitaire actuelle. Alors, très brièvement, pour ce qui concerne le Parlement, je renvoie à ce que nous avons dit tout à l'heure, à ce que la première intervenante a dit tout à l'heure en parlant des fameux courriers envoyés par Infor-Jeunes et par un certain nombre d'associations aux parlementaires, avec en tout et pour tout, nous a-t-on annoncé 5 réponses que l'on m'a obligeamment transmises, et je puis affirmer en effet que sur ces 5 réponses, 4 sont tout à fait affligeantes. Alors évidemment, c'est peut-être mon tropisme de professeur qui me fait penser cela, mais en tout état de cause, on voit bien que les réponses qui sont apportées dans 4 des 5 courriers sont même des réponses qui sont tout à fait à côté de la plaque, qui parlent d'autre chose que de ce que la lettre qui leur avait été envoyée évoquait. Donc, c'est-à-dire qu'en réalité, les réponses qui ont été envoyées, qui ont sans doute été rédigées par un assistant parlementaire, sont des réponses qui, en réalité, ne correspondent pas du tout au cadre légal et réglementaire qui était évoqué dans la lettre. Ça veut dire en clair qu'on a répondu n'importe comment, ce qui est, du point de vue de représentants de la nation, parce que c'est ça les parlementaires, c'est les représentants de la nation. Alors, c'est quand même un peu inquiétant. Non seulement une très grande majorité des parlementaires contactés n'ont formulé aucune réponse, un peu comme si finalement tout cela était sans importance, et puis sur les 5 qui ont bien voulu répondre, ce qui est déjà en soi un bon point, sur les 5, 4 sur 5 sont absolument à côté de la plaque. Et il y a juste une 5e députée qui, elle, formule une réponse un peu plus, comment dirais-je, un peu plus cadrée, un peu plus argumentée, avec laquelle on peut ne pas être nécessairement d'accord, mais on voit bien là qu'il y a une réponse un peu sérieuse. Ça en dit long, faut-il le dire, sur les qualités et les compétences des parlementaires au pouvoir actuellement. Cette absolue retenue, pour ne pas dire cette absolue incompétence, au sens cette fois-ci traditionnel du terme des parlements, s'accompagne néanmoins, et c'est mon deuxième point, d'atteintes très graves portées, me semble-t-il, par l'exécutif à l'état de droit. C'est-à-dire que l'exécutif, faute d'un contrôle parlementaire suffisant et faute, comme je le verrai dans un troisième point, d'un contrôle juridictionnel suffisant, l'exécutif a évidemment une véritable avenue, un véritable boulevard devant lui pour faire un peu tout ce qu'il veut et surtout n'importe quoi. Premier principe qui, me semble-t-il, est particulièrement atteint par l'exécutif, premier principe de l'état de droit, c'est le principe de l'égalité. C'est-à-dire le principe en vertu duquel les arrêtés ministériels, les arrêtés du ministre de l'Intérieur, qui sont en quelque sorte les mesures qui traduisent juridiquement les décisions qui ont été prises d'abord au sein du Conseil national de sécurité et puis au sein du comité de concertation. Ces arrêtés ministériels doivent, donc, par principe, pour être valides, doivent par principe être respectueux de normes supérieures et surtout doivent, en tant que mesure d'exécution, doivent s'appuyer
sur des mesures supérieures. C'est-à-dire qu'il faut que la loi, d'une façon ou d'une autre, autorise le ministre à prendre les mesures qu'il prend. Et s'agissant des mesures de confinement, une des lois qui est évoquée à chaque arrêté ministériel pris, c'est une loi relative à la sécurité civile du 15 mai 2007, sur laquelle s'appuie le ministre non seulement pour énumérer un certain nombre de mesures, interdictions, obligations, mais surtout pour accompagner ces mesures d'interdiction et d'obligation de sanctions pénales, qui sont des sanctions prévues par l'article 187 de la loi de 2007. Et la loi de 2007, qui donc autorise le ministre de l'Intérieur à prendre certaines mesures en cas d'atteinte à la sécurité civile, cette loi de 2007 énumère les hypothèses dans lesquelles le ministre de l'Intérieur peut prendre des mesures. Il s'agit de la possibilité pour le ministre de prendre des mesures de réquisition de biens ou de personnes, des mesures d'assignation d'un séjour provisoire à certaines personnes et des mesures d'interdiction de tout déplacement ou mouvement de population. Voilà grosso modo le cadre dans lequel le ministre peut agir. Et comme il s'agit de mesures qui peuvent être sanctionnées pénalement, en bonne logique, la loi de 2007 est d'interprétation stricte et par conséquent, le ministre doit forcément prendre des mesures qui se situent dans le cadre fixé par cette loi de 2007, c'est-à-dire par les 3 hypothèses où il peut intervenir. Or, quand on regarde un très grand nombre de mesures qui sont prises sur la base de cette loi de 2007, telles que des mesures de port du masque à l'intérieur de certains locaux, telles que des mesures qui concernent l'ORECA, et en particulier qui concernent, dans le passé en tout cas, le traçage dans l'ORECA, ou qui obligent à fermer un certain nombre de commerces. Ou bien lorsque l'on pense par ailleurs également à toutes ces mesures qui sont censées s'exercer au sein même du foyer familial, puisque en principe, on fait mine en tout cas de croire que des mesures comme la bulle de 1 sont des mesures qui sont des mesures juridiques qui peuvent être contrôlées et qui s'appuient sur la loi de 2007. Mais vous voyez bien que toutes ces mesures-là, vous pouvez retourner le texte dans tous les sens si la langue française veut bien dire quelque chose. Ces mesures-là ne sont ni des réquisitions, ne sont pas des assignations d'un séjour et ne sont pas des interdictions de déplacement ou de mouvement de population. On peut retourner le texte dans tous les sens. Si les mots ont un sens, précisément, eh bien, on peut dire qu'un certain nombre, voire un nombre important des mesures d'interdiction et des mesures obligatoires qui sont prises par les arrêtés ministériels ne trouvent pas une base légale suffisante dans la loi invoquée. Et donc, à mon sens, il y a d'abord une première atteinte assez importante au principe de l'égalité tout au long des arrêtés ministériels qui ont été pris depuis le 13 mars dernier. Deuxièmement, vous avez dans les mesures qui sont prises de graves problèmes d'insécurité juridique. Alors, je vais vous donner un exemple qui concerne précisément le couvre-feu. Donc le couvre-feu, qui est effectivement une des mesures qui peuvent, d'une manière ou d'une autre, poser le plus de problèmes à l'égard de certaines catégories de la population, en particulier des personnes les plus jeunes. L'article 14 de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 affirme donc au niveau fédéral qu'il est interdit de se trouver sur la voie publique et dans l'espace public entre minuit et 5 heures. Vous savez que dans certaines régions, c'est entre 22 heures et 6 heures. Mais l'article 14 ajoute, sauf en cas de déplacements essentiels qui ne peuvent être reportés, tels que, notamment, avoir accès aux soins médicaux, fournir l'assistance et les soins aux personnes âgées, aux mineurs, aux personnes en situation de handicap et aux personnes vulnérables, effectuer les déplacements professionnels en ce compris le trajet domicile-lieu de travail. Donc, vous avez dans le texte 3 exemples de déplacements essentiels, mais le mot notamment laisse entendre que vous pourriez invoquer d'autres déplacements essentiels, que vous pourriez essayer, dans l'hypothèse où vous circuleriez sur la voie publique
entre 22 heures et 6 heures, ou au niveau fédéral entre minuit et 5 heures, vous auriez potentiellement d'autres déplacements essentiels à faire valoir. Mais lesquels? Et donc, du coup, si vous voulez, la frontière entre ce qui est permis et ce qui est interdit, s'agissant du couvre-feu, est une frontière extrêmement ambiguë. Or, précisément, s'agissant de mesures pénales, les citoyens ont besoin de clarté, ont besoin de savoir exactement ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire. Or, ça, c'est un exemple parmi beaucoup d'autres des problèmes de sécurité juridique générés par des textes qui sont généralement mal rédigés, qui sont des textes qui sont souvent rédigés de façon ambivalente, sans doute écrits à la va-vite par des gens qui manifestement ne sont pas très soucieux des détails. Et donc, vous avez là toute une série de problèmes potentiels qui est également le lieu, faut-il le dire, où les possibilités d'abus des forces de l'ordre sont évidemment les plus fortes, puisque par définition, quand un texte n'a pas une portée très nette, eh bien, qui, en dernière instance, va décider de la portée à lui donner, en tout cas en première instance, c'est qui? C'est essentiellement, comment dire, les policiers. Ce sont les policiers qui vont verbaliser et qui vont décider si oui ou non le déplacement, par exemple, ici est essentiel. Donc, dans une certaine mesure, on a là, parce que les textes sont affectés très souvent d'une grande insécurité, d'un manque de clarté, de précision, d'accessibilité, on trouve là le terrain favorable à d'éventuels abus, et à des abus pas du tout éventuels, mais tout à fait effectifs, des forces de l'ordre. Et puis, enfin, dernière idée dans ces abus de l'exécutif, c'est cette idée que certaines mesures de l'exécutif sont des mesures radicales, et ce sont des mesures qui, d'une certaine manière, peuvent interroger les atteintes aux droits fondamentaux et le fait que dans un État de droit, les atteintes aux droits fondamentaux doivent être strictement proportionnées, comme on dit. C'est-à-dire qu'il n'est pas interdit de limiter, de restreindre des droits fondamentaux, liberté de réunion, liberté d'aller et venir, liberté de manifestation, mais encore faut-il que les restrictions aux libertés fondamentales soient justifiées par des motifs impérieux, par des motifs d'intérêt général, et il faut qu'il n'y ait pas moyen d'atteindre le même objectif avec des atteintes moins graves aux libertés fondamentales. En l'espèce, prenez l'exemple de mesures qui ne sont pas prises en l'espèce par le ministre de l'Intérieur, mais qui sont prises par habilitation du ministre de l'Intérieur et de la loi de 2007 par certains bourgmestres dans certaines communes, de taille plus ou moins réduite, et où effectivement a été imposé, par exemple, le port du masque en rue, partout, 24 heures sur 24. Encore une fois, on peut se poser la question de savoir si, au fond, interdire aux petits vieux, là je vais faire une sorte de parallèle, je vais passer des jeunes aux vieux, mais aux petits vieux de promener son chien parce qu'il est un lève-tôt à 4 heures du matin ou à 5 heures du matin, au prétexte effectivement qu'il doit porter le masque en rue, ça me semble quand même en tout cas particulièrement radical comme mesure dans l'hypothèse où par exemple dans cette rue ne circulerait absolument personne. Donc on peut se demander si certaines mesures, en tant qu'elles sont valables et contraignantes partout et tout le temps, ne sont pas, à certains égards, des mesures disproportionnées et portant une atteinte disproportionnée à certaines libertés publiques. Donc, un exécutif qui s'autorise beaucoup de choses et un contrôle juridictionnel qui est particulièrement, faut-il le dire, faiblard, puisqu'il y a donc deux façons de contrôler l'action de l'exécutif en l'espèce. Il y a d'une part la possibilité pour le Conseil d'État de suspendre certaines des mesures dans l'hypothèse où ces mesures seraient manifestement illégales et qu'il y aurait une situation d'urgence, ou bien alors on a affaire à des juridictions judiciaires qui, elles, peuvent éventuellement, en vertu d'un article de la Constitution qui est l'article 159, écarter la mesure prise sur la base d'un arrêté ministériel. Ce qui a été le cas effectivement de ce juge du tribunal de police de Charleroi dont on a parlé tout à l'heure. Mais le Conseil d'État, lui, il manifeste une, comment dirais-je, une pudeur et, comment dirais-je, une crainte révérencieuse
à l'égard des autorités publiques, avec notamment, je vais citer un exemple, s'agissant donc de la question du prétendu sérieux des moyens avancés, dans un recours concernant la fermeture de l'Horeca, un arrêt du 13 novembre 2020 du Conseil d'État, on peut lire que, face à l'argument de la partie qui avait demandé la suspension de l'arrêté ministériel en ce qui concerne les mesures de fermeture de l'Horeca, le Conseil d'État donc, devait répondre à l'argument tiré précisément du principe de légalité, c'est-à-dire que l'arrêté ministériel, que le ministre de l'Intérieur n'était pas compétent pour prendre une telle mesure de fermeture. Et je répète encore une fois que nous avons affaire ici à une, comment dire, à une mesure qui est une mesure fondée sur la loi de 2007, qui est donc d'interprétation stricte. Et on peut lire dans cet arrêté ministériel que par le simple fait qu'en fermant les restaurants et les cafés, ben forcément, vous rendez le déplacement inutile, vous le rendez sans objet. Eh bien, cela peut rentrer dans la catégorie des mesures d'interdiction de déplacement, de mouvement de la population. Mais ça, c'est évidemment tiré par les cheveux et tirer les mots dans des sens qui n'ont absolument pas dans leur sens commun. Et donc, c'est une sorte, de la part du Conseil d'État, de méconnaissance, volontaire ou pas, on n'en sait rien, du principe d'interprétation stricte de la loi pénale. Et donc, nous avons, si vous voulez, un contrôle juridictionnel qui est assez peu important et qui montre en effet que nous sommes dans une période de déséquilibre du côté de l'exécutif, en faveur de l'exécutif, et pour terminer, d'un déséquilibre que l'on va retrouver également dans d'autres pays. Et je prends la peine de citer un éditorial paru dans une revue juridique très sérieuse en France, qui est donc la revue Dalloz, le recueil Dalloz. Alors pourquoi ? Parce que le dernier éditorial, qui est signé par un professeur de droit, parle des mêmes problèmes, ou en tout cas des mêmes questions, du côté de la gestion française de la pandémie, avec là aussi une sorte de toute-puissance de l'exécutif et de juridiction extrêmement peu proactive. Et je vous en cite deux extraits. Donc, il dit, à propos justement des juridictions, que manifestement, elles n'ont guère été proactives. Et ils expliquent que nous avons probablement surestimé, dit cet auteur, la confiance que nous pouvions avoir dans le concept d'état de droit à l'occasion de la situation d'état d'urgence sanitaire, les constitutions et lois, et que les juges, qui sont censés en être la bouche qui en prononce les paroles, peuvent en devenir les bâillons qui la réduisent au silence. Et il termine par ceci, qui n'est guère encourageant, mais qui, me semble-t-il, n'est pas faux. L'état de droit n'est peut-être qu'une illusion qui nous prémunit d'autant moins contre les dérives autoritaires qu'on le croit réel. Cette utopie dessine pourtant un horizon qu'il serait dangereux de perdre de vue, quand bien même il faille en penser les limites. On voit donc que, manifestement, les problèmes liés au respect de l'état de droit en démocratie libérale ne sont pas l'apanage de la Belgique, c'est une maigre consolation, mais ça montre effectivement que partout en Europe, on commence quand même un peu à s'interroger sur les atteintes multiples et protéiformes à l'état de droit. Je vous remercie.